Bienvenue à toutes et à tous dans le Grand Entretien, l'émission qui prend le temps de la réflexion tous les dimanches et les jeudis sur Radio J. Un extrait de Ma mère Lloyd de Maurice Ravel, interprété par la Radio Symphonique de Francfort, pour accueillir notre invité cette semaine. Bonjour Aldo Naouri. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui. Vous êtes pédiatre, sans doute l'un des plus écoutés de France depuis près de 40 ans, et vous publiez aux éditions Odile Jacob Ma mère, mon analyse est la sienne. Je montre le livre à la caméra devant moi. Un livre sur votre mère, sur votre relation à elle, sur sa relation à vous aussi. Vous, le fils qu'elle aimait tant. Aldo Naouri, vous qui avez écouté tant de mamans inquiètes dans votre cabinet, pourquoi avoir décidé cette fois de parler non pas des mères en général, mais de la vôtre en particulier ? Écoutez, la réponse à votre question vient à la fin du livre. Mais ça ne fait rien, je peux la donner déjà. C'est pour payer une dette. C'est-à-dire que je suis veuf depuis 9 ans et quelques semaines à peine avant son décès, brusque, brutal, mon épouse m'a demandé d'écrire un livre sur ma mère, en faisant le panégyrique de cette femme, de son parcours, de tout, etc. Et j'ai programmé un livre sur 9 chapitres. J'en ai écrit 5 qu'elle a lus, qu'elle a trouvé magnifiques. Et je devais terminer ce livre, et puis ma femme est morte. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai plus pu y toucher pour une raison simple, c'est que le premier chapitre, c'était les obsèques de ma mère. Or, entre ce que j'ai ressenti pendant les obsèques de ma mère et ce que j'ai ressenti pendant les obsèques de ma femme, il n'y avait pas de commune mesure. C'était tellement plus déchirant, les obsèques de mon épouse. Donc, je n'ai plus pu toucher à ce livre. Et j'avais cette dette. Je me disais, il faut que je satisfasse son désir que j'écrive ce livre. Et donc, j'ai trouvé un angle par lequel, justement, écrire cette histoire, sans qu'elle soit en rapport avec ce que j'avais écrit auparavant. Et ça m'a beaucoup soulagé de pouvoir régler cette dette. Au détour de vos séances d'analyse dont nous reparlerons un peu plus tard dans cet entretien, c'est le portrait tendre et honnête à la fois d'une mère omniprésente, courageuse, dure parfois que vous nous proposez, une mère veuve très jeune, à l'âge de 34 ans, exilée 2 fois, de Libye d'abord en 1942, puis d'Algérie. Ces épreuves, comment diriez-vous aujourd'hui avec le recul qu'ils l'ont façonné, votre maman ? Qu'ils aient façonné ma maman ? Ces épreuves-là, notamment le double exil. Elle disait qu'il ne pouvait pas y avoir 2 pilotes dans un navire et que c'était elle qui pilotait. Quoi qu'on veuille ou qu'on en dise, c'est elle qui prenait les décisions. Et elle gérait son monde d'une façon courageuse et avec des initiatives qui nous ont beaucoup marqués, à savoir que l'aîné avait droit sur tous les autres, le deuxième sur tous les autres sur l'aîné, le troisième, etc. Moi, j'étais le dernier. Tout le monde avait droit sur moi. Je n'avais droit sur personne. Mais ce qui m'a donné une position d'observateur. Et donc, j'ai vu ma mère, justement, gérer son monde et gérer tous les événements de tous les côtés, sans jamais et mettre en place le moindre regret. Il arrivait de se tromper, mais elle disait, bon, c'est comme ça, un point, c'est tout. Même avec le recul des années ? Même avec le recul, je trouve qu'elle a mené sa barque de façon extrêmement, effectivement, dure. Et elle a fait surtout quelque chose que nous n'avions jamais compris et que l'analyse m'a fait comprendre, c'est qu'elle n'a jamais parlé français. Un peu comme si, véritablement, il lui fallait une sorte de rampe pour avancer sur l'escalier. C'était sa langue maternelle. Et cette langue maternelle qui avait façonné son état d'esprit. Et de ce côté-là, si vous voulez, nous lui avons servi, en quelque sorte. C'est grâce à nous qu'elle a pu ne pas parler français et s'adapter partout. S'adapter en nous encourageant à véritablement nous engager dans les sociétés qui nous accueillaient. Alors, au départ, ça a été très difficile parce que, arrivé de Libye en Algérie, c'est passé du vêtement ottoman, vous voyez, aux vêtements français, et pour elle, ça a été extrêmement dur.
Moins que le passage d'Algérie ensuite à la France? Non, d'Algérie en France, il n'y a pas eu de problème. Mais de Libye en Algérie, c'était véritablement tout le mode de vie qui avait changé. Ça n'avait rien de pareil. La langue elle-même, le judéo-libyen, était très différent du judéo-algérien ou même de l'algérien. Donc il nous a fallu raconter d'ailleurs quelques épisodes assez drôles avec la personne qui l'a accompagné, les personnes d'ailleurs qui l'ont accompagné dans sa vieillesse, avec des incompréhensions, donc des différences de dialecte. Totalement. Dans quelle mesure justement les codes culturels et les cadres mentaux dont votre mère était imprégnée sont entrés parfois en opposition avec la société française dans laquelle elle a longtemps vécu dans la deuxième partie de sa vie? C'est rentré déjà au moment de l'immigration. Il y a eu un événement d'importance qui montrait bien jusqu'à quel point elle portait avec elle sa culture. Mes frères et elle avaient décidé de descendre à Alger. Et quand on est arrivé à Alger, tout était prêt pour descendre. Et elle a hurlé « On ne descend pas là. On va ailleurs ». Et elle a fait des pieds et des mains pour qu'on aille ailleurs. Et quand on est arrivé sur place où elle a voulu descendre, on lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé à Alger ?» Elle a dit « Sur le quai de la gare, il y avait un homme et une femme qui s'embrassaient sur la bouche. Je ne voulais pas élever mes enfants avec une pudeur comme celle-là. » Et qu'est-ce qu'elle pensait justement des évolutions qu'a connues la société française à partir de la fin des années 60 ? Ça a été pour elle constamment l'horreur. Mais en même temps, si vous voulez, elle avait cette faculté de pouvoir accumuler les bénéfices et profiter des bénéfices. D'ailleurs, on arrive en France, à Paris, vous voyez, nous avions toujours été mal logés en Algérie. Et là, d'un seul coup, à Paris, elle s'achète un appartement qu'elle paye elle-même comptant. Alors que c'est assez moderne, ça aussi. Et elle a enfin eu un appartement à elle. Elle a profité de cet appartement pour nous réunir tout le temps et pour faire en sorte que... Et puis, bon, elle était jeune quand on est arrivé à Paris. Elle avait 59 ans seulement. Et donc... Elle se promenait dans Paris, elle un peu partout. Je raconte comme ça comment elle prenait la ligne numéro 7, elle descendait quelque part, elle se prenait pendant 1 heure et demie. Et puis elle vous appelait ensuite. Voilà, elle m'appelait, elle rentrait dans un bistrot, elle disait café, téléphone, et puis elle m'appelait, elle me disait envoie-moi ta femme le chercher. Oui. Et ma femme allait la chercher. Parce qu'elle avait son numéro qui était... Absolument, il le connaissait par cœur, il n'y a pas de problème. Est-ce que sa manière de voir le monde vous a aussi... influencé dans votre manière de percevoir les évolutions de la société française, notamment sur la famille? Ah, mais ça, alors, ça a été déterminant pour moi, dans la mesure, si vous voulez, où elle parlait par aphorisme. Vous voyez, imaginez-vous votre mère vous disant constamment, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ou bien, etc., etc. Tout. Pour chaque chose, elle avait un proverbe. Pour chaque chose, elle avait un exemple, etc. Et cette sagesse populaire, qui était de la culture libyenne, plus qu'encore que la culture judéo-libyenne, si vous voulez, m'a fait apparaître jusqu'à quel point il y avait une très profonde connaissance des mécanismes humains. Vous voyez ? C'est-à-dire que... avec des conseils, avec des consignes... elle disait, si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Vous voyez ? Ce qui nous poussait à l'adaptation. Vous voyez ? Il disait, tu en vois deux qui s'entendent. Il y en a un qui supporte beaucoup. Oui. Oh. Et cette sorte de spécification de ce que c'est l'humanité, de la manière dont les humains tissent entre des choses. Vous voyez ? Et de ce côté-là, elle avait également... mes filles... disait c'est la cousine de Freud, parce qu'elle avait comme ça des intuitions extraordinaires et des manières de voir, etc. Elle pouvait très bien dire qu'est-ce qui t'arrive? On dit t'as une sale tête, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Voilà. Elle avait ses enfants, c'était son monde. Quand je dis ses enfants, c'était son monde, je veux dire que elle était totalement indifférente à ses petits enfants. Vous voyez? Pourquoi, à votre avis? Parce que ces enfants, c'était elle, c'était un morceau d'elle. Et de ce côté-là, j'explique aussi que cette culture linguistique de l'arabe libyen, l'arabe, par exemple, il faut y faire attention,
n'a pas de verbe pour dire accoucher. Le verbe pour dire accoucher est un verbe sexué. C'est-à-dire que, compte tenu de la structure de la langue arabe, on ne peut pas dire qu'une femme accouche. On dit qu'elle garçonne. Et elle apporte une fille. Vous voyez ? Et ça prouve aussi tout simplement que le complément d'objet direct du verbe qui dit accoucher, c'est garçon. Vous voyez ? Et le côté féminin est placé en dessous. Il y a 6 systèmes de parenté dans le monde, pas 7. Et ces 6 systèmes sont fondés sur la manière dont on nomme les liens familiaux. Vous voyez ? Et donc, ces 6 systèmes, et nous avons là un exemple très actuel, c'est la confrontation du système esquimau, dans lequel, par exemple, mon oncle, c'est le frère de ma mère, c'est le frère de mon père, c'est le même terme. Bon, on a un système qu'on appelle hawaïen, qui est assez rare, dans lequel, si vous voulez, il y a bien les géniteurs, père et mère, mais tous les collatéraux des géniteurs sont appelés père et mère. Vous voyez ? Bon, et on a un système soudanais qui est très répandu, lui, dans le monde, et qui fait pratiquement toute l'Asie et l'arabe, qu'on appelle le système soudanais. Et dans ce système soudanais, si vous voulez, les liens familiaux sont très différenciés, avec une hiérarchie entre la lignée masculine et la lignée féminine. En chinois, par exemple, l'idéogramme qui écrit la belle-fille, s'écrit celle qui balaye, pour vous dire à peu près le point. Eh bien, dans ces systèmes-là, si vous voulez, justement, le fait que le verbe accoucher se traduit de façon très correcte et très bien par garçonner, vous voyez, met en place cette hiérarchie. Or, ça traduit une mise en retrait de la fille enfantée. Voilà, et qui est défavorisée, qui n'hérite que d'une part de ce... Mais imaginez l'imaginaire, la manière de voir le monde de ces populations-là, elles rentrent en confrontation de façon extraordinaire avec le système non hiérarchisé, le système esquimau. Et je voulais vous faire remarquer que les langues étant très très proches, l'arabe et l'hébreu, aussi curieux que ça puisse paraître, l'hébreu est dans le système esquimau. Ce qui d'ailleurs montre jusqu'à quel point les populations qui ont été converties au catholicisme, qui ont été converties au christianisme, ont dépendu directement du système esquimau-hébraïque. Vous voyez ? Et c'est ce qui fait aussi cette extraordinaire difficulté à faire en sorte que ces langues qui sont très proches puissent s'entendre sur le plan idéologique. Aldo Naouri, vous évoquiez il y a quelques instants Freud. Le livre s'ouvre avec le rappel de ce rituel familial qui était le vôtre plus jeune et que certains de nos auditeurs partagent sans doute, celui de l'interprétation des rêves. Kher ou Shalom, c'est la formule qui d'une certaine manière ouvrait la porte à l'interprétation entière. C'est celle aussi qui me revient en mémoire quand je me souviens de mes grands-mères. Quelle place tenait ce moment dans votre vie familiale ? C'est fondamental. Tous les matins, il y avait des rêves qui étaient racontés. Et ces rêves avaient toujours, en principe, un potentiel prédictif. Donc, on se débrouillait toujours pour donner un sens positif aux rêves. Et ça, si vous voulez, c'est hérité directement de la culture biblique. On a les rêves de Joseph, les rêves de Daniel. Vous voyez, des quantités d'épisodes dans lesquels, précisément, le rêve est fait pour annoncer un avenir. Alors que la psychanalyse va démontrer que le rêve vient du passé. Il vient de rappeler quelque chose de passé et qui n'a rien à voir de prédictif, mais qui éclaire le présent. Mais la clé, c'est l'interprétation. La clé, c'est l'interprétation, à tel point que dans le Talmud, il y a quelqu'un qui dit avoir consulté les 21 oniromanciens de Jérusalem, qui lui ont tous donné 21 interprétations, toutes différentes, mais toutes exactes. La question des rêves, justement, et de leur interprétation occupe une place, vous le disiez, centrale dans la Bible et dans le Talmud. Mais pour votre mère, qui en était une experte, il prenait d'une certaine manière une couleur multiculturelle au milieu de voisins espagnols et arabes. Absolument, absolument. À un point tel qu'elle était investie d'un certain pouvoir de sorcellerie,
de capacité à prédire, de donner des conseils judicieux, etc. Elle était extrêmement investie par les populations, surtout arabes. Vous voyez, parce que c'était un personnage. Et aussi que ça puisse vous paraître, quand je me suis mis à lui expliquer que j'entreprenais une psychanalyse, je cherchais le terme pour pouvoir trouver un terme exact pour dire la spécialité du praticien. Et elle, ça n'a fait aucun pli. Elle m'a dit... Spib et Tasnit, non, c'est ça? Hein? Spib et Tasnit, c'est ça? Le terme que... Spib et Tasnit. Le médecin de l'écoute. Le docteur de l'écoute. Comme si véritablement elle avait rêvé toute sa vie de pouvoir être écoutée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle faisait, elle nous racontait sa vie. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que votre mère était aussi un médecin de l'écoute, un docteur de l'écoute? En tout cas, elle tentait de se faire écouter. Elle tentait de se faire écouter parce que, manifestement, dans son rapport, si vous voulez, à l'environnement, comme elle était étrangère et encore plus que étrangère, elle cherchait à faire comprendre qu'en définitive, elle avait raison de se sentir étrangère et plus qu'étrangère. Pourquoi? Parce que ce qu'elle prétendait n'était pas audible pour chacun. C'est pour ça que une partie du livre s'appelle, si vous voulez, porte sur sa paranoïa, c'est-à-dire les racines du délire. Comment est-elle devenue délirante? Vous voyez? Et je raconte tout cela en montrant comment, dans notre relation à elle et moi, mon analyse intervenant, elle a tenté en quelque sorte de m'accaparer au bénéfice de sa branche maternelle. C'était quand même assez extraordinaire. Elle a eu 10 enfants, d'accord? Sur les 10 enfants, elle a donné des prénoms d'ascendance maternelle et tous ces enfants-là sont morts. J'arrivais, vous voyez, les 4 qui étaient morts, j'arrivais, mon père était mort, elle pouvait peut-être se permettre... On va en parler. Voilà, elle pouvait se permettre de m'accaparer sa branche maternelle. Et la chose extraordinaire, c'est que quand j'ai découvert dans mon analyse que toutes ces manœuvres et toutes ces façons de faire étaient pour faire de moi quelqu'un qui avait son ascendance, quand j'ai découvert ça sur le divan Place des Vosges, je suis arrivé chez elle juste après le coup de voiture. Elle m'a regardé de travers, elle m'a dit « Tu veux me tuer ?» Je m'assassine, ça a été un délire effroyable. Que je n'ai résolu, d'ailleurs, que, encore une fois, par le truchement du langage. Votre vie, on le comprend bien en vous lisant et en vous écoutant maintenant, Aldo Naouri est entouré par les rêves. Alors, je n'oserais pas vous comparer à la figure de Joseph biblique, mais clairement, le rêve vous accompagne. Il y a celui de votre père malade, que votre mère, enceinte de vous, regrettera plus tard de ne pas avoir plus sérieusement interprété. Et puis, il y a celui qui préside à votre conception. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement le rêve de votre père? Le rêve de mon propre père. Oui. Ah, ça, quand elle m'a raconté ça, elle pleurait comme c'est pas permis. Et elle me racontait comme ça qu'il était malade, d'accord, et qu'il l'a réveillé en lui disant je viens de faire un rêve effroyable. Et il lui raconte son rêve. Il lui dit il y avait un cercueil devant la porte et on m'a dit voilà ta place. Et moi, au lieu de dire hello shalom et de lui dire ça veut dire que tu vas guérir, etc., j'étais enceinte de toi et très lourde et difficile. Je l'ai poussé du pied en le jetant du lit et je lui ai dit va ailleurs, et j'ai appelé mon fils aîné en lui disant viens prendre sa place. Vous voyez? Et ça, elle dit, elle se sentait coupable de n'avoir pas précisément dit ce fameux hello shalom. Elle avait l'impression que c'était sa mission presque sociale d'interpréter les rêves, d'annoncer quelque chose de positif dans la vie. C'était pas sa mission sociale, c'était une mission sociale d'elle comme d'autres. C'est-à-dire, il était fondamental. C'est mystifiant un rêve. Pourquoi est-ce que ces images viennent s'inscrire? De quelle manière? Et quant au fait qu'éventuellement, mon père a un autre rêve qui la réveille en pleine nuit. Et il lui dit, l'ange Gabriel vient de descendre du ciel. Il m'a mis la main sur la tête et il m'a dit, je te bénis, Joseph, de toi va naître un rameau nouveau. Le mot rameau dit aussi savoir nouveau. Vous voyez? Et c'est un rêve qui a libéré votre père. C'est ce qu'on comprend en vous lisant. Il a dit ça, elle me dit, et c'est à ce moment-là que nous t'avons fait. Et elle me dit, quand il a passé son temps à caresser mon ventre, sans jamais aucune espèce de moment, avec un chérissement comme il n'a jamais eu,
Et il m'a dit, je chérirai ce petit garçon. J'ai dit, ce sera peut-être une fille. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Il y a eu des filles avant. Et il m'a dit, peu importe, petit garçon ou fille ou morceau de chair informe, je le chérirai plus que tout parce qu'il m'a rendu ma dignité d'homme. C'est un des très beaux passages du livre. Et j'ai passé ma carrière à défendre le père et à honorer le père. C'est pas par hasard. Votre père, vous en parlez. Et au moment Oui. où il m'a dit, où il a dit ça, quand elle m'a raconté ça, j'étais tout le temps malade. Elle m'a raconté ça, je n'ai plus jamais été malade. Comme si véritablement j'étais porté par cette parole paternelle. Votre père, vous en parlez dès votre première séance chez le psy, que vous finissez par choisir après en avoir écarté quelques-uns. Vous lui lancez « J'ai 36 ans, mon père est mort à 36 ans, jusque-là je savais comment vivre, maintenant je ne sais plus ». Cette absence de récit sur ce qu'aurait été la deuxième partie, la suite de vie de votre père, dans quelle mesure c'est quelque chose qui vous interrogeait beaucoup à l'époque ? Énormément pour une raison simple, c'est que il y avait un gouffre entre ma mère, mes frères et moi, un gouffre culturel, un gouffre cognitif. Je suis le seul à avoir fait des études, je suis le seul à avoir poussé les choses aussi loin, et je n'arrivais pas à faire comprendre mes aspirations, d'accord ? Et combien de fois me suis-je dit, mon Dieu, si seulement mon père avait vécu, j'aurais pu avoir un interlocuteur qui aurait imposé sa loi et qui aurait pris mon parti. Et bon, ça a été ma préoccupation. Et quand je suis devenu, pour ma part, père, et je le suis devenu à 26 ans, nous avons eu 3 enfants, ma femme et moi, et j'ai remarqué, à table, nous dînons tout le temps ensemble, et j'ai remarqué que nous étions 4 à être fascinés par une 5e. Ma femme était fascinante pour ses enfants, elle l'était autant pour moi, et je me disais, mais où est-ce que je vais trouver une place ? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir éventuellement savoir que je suis père, moi qui n'en ai pas eu ? La place du père, je crois d'ailleurs que c'est un des titres d'un de vos livres. Un livre, Une place pour le père, oui. Et mon épouse, elle aussi, a été orpheline très tôt. Donc, si vous voulez, je me posais la question de comment être père. Et là, j'ai décidé de me mettre à raconter à mes enfants. J'ai acquis, si vous voulez, j'ai en quelque sorte acquis ou au moins pris l'exemple sur la manière dont ma mère était une conteuse, qui nous a raconté quand nous étions enfants les mystères de Paris, le conte de Monte Cristo et les 1001 nuits, nuit après nuit. C'était pas la télévision, c'était ça qui se passait. Et je pensais que en étant un conteur, je pouvais prendre une place de père pour ce qu'il en était, de ce qu'il en est de l'histoire. Je veux dire que je me suis placé à mon insu, en quelque sorte, sous le signe de la Haggadah. Et je pense en vous écoutant au fameux verset biblique Vegata et Vintra, tu raconteras à tes enfants. C'est la mission du père de faire ce récit. Exactement, tu raconteras à tes enfants. Aldo Naouri, que vous inspire cette chanson de Georges Moustaki ? Je vous ai vu sourire souvent en l'écoutant. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les mères juives juives n'existent pas. J'allais en parler juste après. Voilà. Mais alors qui existe ? Qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui existe ? Voilà, ce qui existe, c'est j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie à écrire ce livre pour dire que les mères juives n'existent pas. Et j'ai fait la démonstration, compte tenu, si vous voulez, de la clientèle pléthorique que j'avais et du comportement stéréotypé de toutes les mères. Moustaki peut dire ça, mais n'importe quel enfant peut dire ça vis-à-vis de sa mère. Le lien à la mère est d'une intensité si grande. Et j'ai donc interrogé le pourquoi est-ce qu'on parle des mères juives. Et j'ai trouvé la solution en disant que quand Freud est allé expliquer la psychanalyse à New York, qui est-ce qui écoutait ce monsieur qui était encore un parfait inconnu ? Les psys nécessairement juifs, vous voyez ? Et c'est comme ça que d'un seul coup, ils ont découvert cette dimension du lien. Et je me suis dit, bon, au fond, on a résumé le lien à la mère sous cette forme-là, parce que la mère juive
c'est la juive des mères. C'est celle, précisément, que l'on peut accabler de tous les reproches. C'est plus simple que d'accabler la sienne. Et c'est vraiment regrettable qu'il y ait cette fausse perception des choses. Alors vous écrivez dans votre dernier livre, la familiarité étroite de l'enfant avec sa mère le met dans une relation intime et naturelle avec elle. Il n'existe en revanche aucun lien de cet ordre avec le père qui est pour lui un parfait étranger. La relation qu'il aura avec lui sera une relation culturelle qui se construira progressivement, qui se greffera sur la relation naturelle à la mère et qui dépendra toujours de la manière dont la mère introduira ce père auprès de lui. J'ai pensé en lisant ce passage à Naouri au rite juif de la circoncision, de la Brit Mila, dans laquelle justement la mère reste en retrait au profit du père qui démarre alors une relation avec son fils. Est-ce que je me suis trompé dans mon interprétation ? Non, vous ne vous êtes pas trompé. La signification de la Brit Mila est de cet ordre. Mais quand je dis ce genre de choses, je le résume très vite parce que j'ai écrit des livres entiers là-dessus. C'est quand je dis que le père est un étranger, c'est pour dire qu'il n'existe pas à l'intérieur du corps de l'enfant et surtout à l'intérieur du cerveau de l'enfant un organe spécifique qui est l'organe qui porte la relation de l'enfant et de sa mère. Un bébé vient au monde avec à l'intérieur de son cerveau ce que j'appelais un alphabet élémentaire, c'est-à-dire il est capable de reconnaître la voix de la mère, il est capable de reconnaître son odeur, il est capable de reconnaître la manière de porter. Tous ces organes sensoriels qui amènent jusqu'au cerveau l'ensemble des sensations déposent dans dans ce cerveau sensoriel tout ce qu'il a recueilli. Il n'a jamais vu, ses yeux n'ont jamais vu, mais il lui suffit simplement de 4 heures en présence de sa mère pour pouvoir la reconnaître sur photo. Donc il vient, si vous voulez, avec un acquis. Et cet acquis va faire en sorte qu'il lira le monde à travers ce prisme. Ce phénomène, qui est un phénomène quand même physique, qui a été démontré comme étant existant, on ne le retrouve absolument pas du tout chez le père. Donc, si vous voulez, je disais à mes patients, vous êtes au bout d'un tunnel de 1 kilomètre, vous chuchotez, il vous entend. Son père lui met 300 watts de chaque côté d'oreille, ça lui fait mal, il n'entend rien. Il va falloir beaucoup de temps. Et il y aura du temps qui se passera, et ce temps-là sera d'autant plus bref que précisément la mère de l'enfant va investir ce père et signifier à ses enfants que cet homme compte beaucoup pour elle. Et c'est comme ça, si vous voulez, que le père accède. C'est par le truchement nécessairement de la mère. Par le truchement de l'investissement de la mère, et parce que c'est exactement comme si la mère disait ce qu'il vous dit, vous devez l'entendre. Et je dis toujours, en gros, qu'un enfant voit son père avec les yeux de sa mère. Vous voyez ? Il est préférable que l'amour soit toujours là entre le Absolument. père et la mère pour que ça se construise. Là encore une fois, je ferai une réserve. Laquelle ? Vous voyez ? Parce que dès lors que l'on dit qu'il vaut mieux qu'il y ait de l'amour, il ne faut pas oublier une chose, c'est que très souvent, l'amour que l'on pense être l'amour que l'on a pour l'autre, c'est l'amour de soi à travers le regard de l'autre. Et l'exemple du couple de mes parents, elle avait 16 ans, il en avait 18. Ils ont échangé un regard, simplement. Il n'y a plus. Mais où était cet amour ? Et pourtant, il va y avoir entre eux une relation d'amour extrêmement forte. Parce que ça se construit aussi, ça. Aldo Naouri, vous développez dans ce livre que le psychanalyste, je vous cite, ne peut pas prendre en analyse une personne pour laquelle il éprouverait de l'aversion ou de l'antipathie. Avec le recul, qu'est-ce qui, dans votre histoire, a, selon vous, intéressé votre thérapeute ? Je crois que c'était l'expérience originale qui consistait à avoir quelqu'un d'une autre culture, d'une autre langue. Il y a eu d'ailleurs des incidents entre nous, du côté des langues. Et des incidents marquants, des incidents importants. Il y a eu quelque chose qui, à la fin de l'analyse, est resté en suspens. Et quand je cherchais, nous sommes devenus amis, quand je cherchais à le prendre à témoin de mes propres recherches sur ces éléments-là,
il balayait la chose en disant on l'a réussi quand même, cette analyse, on l'a réussi. Alors qu'en définitive, j'ai mis 40 ans à comprendre ce qu'il en était de ces éléments restés en suspens. Vous évoquiez le regard de vos parents l'un envers l'autre. Ce qui vous a convaincu d'aller plus loin avec ce thérapeute à rebours de ses confrères que vous aviez fui Mmh. préalablement, c'est, écrivez-vous justement, son regard. Qu'est-ce qu'il avait de singulier, le regard du thérapeute Écoutez, Jean Say? vous me posez la question, on me l'a posée plusieurs fois, et la première réponse que j'ai apportée a toujours été, je l'ai répétée sans cesse. Je dis, ce regard était en moi depuis toujours. Qu'est-ce que ça signifie un regard qui est en soi depuis toujours? Comment est-ce qu'un regard peut avoir été là depuis toujours? Et c'est seulement après le décès de mon épouse que je me suis rendu compte que le regard de mon psychanalyste était à peu près le même que celui de mon épouse. Et je me suis dit, mais s'il en est ainsi, et que cette mélancolie qui habitait ce regard était là depuis toujours, comment est-ce que j'ai pu y être sensible à ce point-là? Je me suis rendu compte à ce moment-là, si vous voulez, que au cours d'un passage obligé du développement de l'enfant, on passe par ce qu'on appelle le stade du miroir. C'est-à-dire on se découvre comme soi-même et non plus du tout comme un morceau de sa mère, au moment où on croise à un moment précis, mais tout à fait par hasard, le regard de sa mère. Eh bien, c'est ce qui a dû se passer pour moi, parce que j'ai dû croiser le regard de ma mère le jour de l'asguir de mon père. Vous voyez? Et donc elle avait un regard triste. Et ce regard triste a fabriqué pour moi, en quelque sorte, la perception, la sensibilité à la perception de ce regard. Ça n'est pas par hasard que j'ai choisi cette analyse. Ça n'est pas par hasard que dès le premier regard, j'ai investi ma femme, j'ai fait des pieds et des mains pour la conquérir. Vous voyez, elle ne pouvait pas être à quelqu'un d'autre. Il y avait son regard m'appartenait. Voilà, voilà. Le regard, justement, vous réhabilitez également dans le livre le concept de mauvais œil, Ah oui. d'une certaine manière, familier aussi, j'imagine, de certains de nos auditeurs. Ils auront certainement en tête, en nous écoutant, les modalités de protection contre ce que l'hébreu désigne comme le Aïn Hara. Mmh. Quel sens donnez-vous à ces différentes stratégies de lutte contre le mauvais œil? Moi, je pense que c'est surtout une manière d'amener un message d'amour d'une très grande force. Je n'en parle pas dans le livre, mais je me souviens très bien que lorsque nous étions malades, une des choses que faisait régulièrement ma mère, c'était nous lécher. Elle léchait le front, elle crachait à gauche, elle léchait le front, elle crachait à droite, 7 fois de suite. Et une fois qu'elle avait fait ça, elle disait, je t'ai léché comme une chatte lèche son chaton, comme une chienne lèche son chiot, comme etc. Il y a toute une panoplie de femelles animales pour dire justement jusqu'à quel point on se situe dans la dimension de protection des mères. Et on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de fait, si vous voulez, aujourd'hui, on utilise ça beaucoup plus facilement quand on parle des mauvaises ondes. Vous voyez, ce mec-là, je ne le sens pas, cette personne-là. Il y a des gens dont on se méfie parce qu'on se rend compte qu'en définitive, ils veulent vous exploiter, ils veulent faire de vous, tirer profit de vous, mais jamais ne rien vous donner en contrepartie. Or que nous sommes dans l'échange, justement, nous avons besoin d'amour autant que d'oxygène. Et nous sommes tout le temps à la recherche de cet amour. La mère, quand elle lutte contre ce mauvais œil et qu'elle le dénonce, vient mettre en place son bouclier d'amour contre ce mauvais œil. Au soir de sa vie, votre mère, âgée de 80 ans, vous révèle au cours d'un dîner 2 secrets de famille qui littéralement vous bouleversent. D'abord, que sa mère, autrement dit votre grand-mère, ne l'aimait pas. C'est en tout cas ce que vous dira votre mère. Comment est-ce que vous avez réagi à cette première confidence? Eh bien, j'ai réagi en lui disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, si elle m'avait aimé, elle m'aurait permis d'avoir une fille à laquelle j'aurais donné son prénom. Et moi, j'avais 3 sœurs. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas donné à une de mes sœurs, les filles, ce prénom? Et c'est là que vous découvrez Et le c'est là, deuxième secret. ouais, et là, elle me raconte donc l'existence d'une sœur morte dont je ne savais même pas qu'elle avait existé. Vous voyez? Et qu'on retrouve aussi
assez tôt dans le livre, dans la mesure où elle va trouver, au soir de sa vie, en train d'essayer elle va retrouver une femme qui aurait occupé le statut de cette fille plus tard. Et dans quelle mesure ces deux secrets vont impacter la manière dont votre mère agira auprès de vos autres sœurs Ah, mais ça, je veux dire que c'était la championne de la maltraitance par rapport à mes sœurs. Pour une raison simple, c'est que si vous voulez, on était là dans l'esprit libyen, pur, où les filles n'avaient pas d'importance. Les filles, elles étaient là pour faire des enfants, après c'est tout. Mais autrement, on n'avait pas besoin de les investir, elles étaient corvéables, mais vraiment, c'était l'horreur, c'était vraiment la confrontation extrêmement difficile à vivre du système soudanais, du système esquimau. Ce qui m'a permis, moi, de vivre, traverser tout ça, c'était que j'étais soudanais à 100% avec ma mère et esquimau à 100% avec ma femme. Vous voyez? Et nos vies étaient différentes, ça ne me coûtait aucun effort. Et j'ai agi, je dirais, que j'ai découvert fort tard, qu'en définitive, j'ai agi comme médecin. C'est-à-dire que, en tant que médecin, il vaut mieux prévenir que guérir. Dès lors qu'il y avait une problématique dans la famille qui survenait, je me précipitais pour faire en sorte qu'elle ne prenne pas d'extension. Parce que si elle prenait d'extension, ça allait affecter tout le corps familial. Vous voyez? Et donc, j'ai passé mon temps à gérer cette famille avec toutes ces problématiques adaptatives de la manière la plus, je dirais, la plus raisonnable, la plus rationnelle. Et c'est là que vous voyez les origines de votre vocation de médecin Non, non, parce que je n'étais pas destiné à être médecin. Vous savez, justement, le début de la captation de ma mère à mon endroit, ça a été au moment où je lui révèle que je ne sais pas quel métier choisir. Et elle me dit, c'est quand même assez fort, hein. On était en juin 1956. Les événements d'Algérie ont commencé en novembre 1954. Et elle me dit, l'Algérie un jour sera indépendante. Il nous faudra partir. On ne sait pas où. En Israël, en France, en Amérique, au Canada, j'en sais rien. Il faut faire un métier qui s'exerce dans tous les pays du monde. J'ai trouvé ça génial. Et je lui dis, quel métier me conseilles-tu? Elle me dit, coiffeur. Quoi? Oui. Je dis, mais à quoi ça aura servi que je sois bachelier pour devenir coiffeur? Elle me dit, tu auras de la conversation et donc beaucoup de clients. Mais le terme qui dit coiffeur, dans notre langue commune, elle et moi, c'est son nom de jeune fille. Et c'est là où je constate qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette façon de parler. Et alors, je décide, on me conseille de devenir dentiste. Alors, je commence mes études de dentaire, et puis, j'avais jamais mis les pieds chez un dentiste. Je savais pas comment ça se passait. J'ai eu un dentiste, ça soigne la bouche seulement. Alors, le médecin, ça soigne tout. Bon, je vais faire médecine. Donc, j'ai fait médecine pour pouvoir avoir un champ beaucoup plus vaste. Mais autrement, bon, j'étais pas destiné à ça. Un mot peut-être sur votre grand-mère que vous avez rencontrée Oui, une fois oui. en Libye, Rachel. Quel souvenir en gardez-vous? Vous étiez extrêmement jeune. Je dirais que elle était à peu près ce que ma mère était avec ses petits-enfants, totalement indifférente à nous. Nous ne jetons même pas un regard. Vous voyez? Les enfants... C'était culturel là aussi? Là aussi, c'est culturel, oui. Vous savez, il faut dire une chose, c'est que les enfants venaient pas du fait de la volonté. Les enfants à l'époque, et d'ailleurs c'était un peu partout dans le monde, c'était un sous-produit de l'activité sexuelle parentale. Ils venaient, on ne pouvait pas faire autrement. Donc on les accueillait, on finissait par dire que c'était une bénédiction du ciel, on les investissait pas plus. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, ils sont programmés, ils sont faits à l'avance, et même quand il arrive qu'on fasse une bêtise et qu'ils surviennent bien qu'on ne les voulusse pas, eh bien, on peut les supprimer, si vous voulez, si bien que l'enfant n'est plus du tout un sous-produit d'activité sexuelle parentale, il est un pur produit. Il est le résultat de la volonté qui s'impose au désir. Est-ce que ça fait naître de nouvelles angoisses énormément, énormément, énormément.
Et au cours de mon métier de pédiatre, j'ai vu justement des pathologies nouvelles survenir à cause de ça. Lesquels, par exemple, qu'on n'aurait pas retrouvé il y a 50 ou 100 ans? Ah ben, le reflux gastro-œsophagien. Le reflux gastro-œsophagien, quand j'ai commencé mon métier, on en avait un tous les 4 ans. Quand j'ai pris ma retraite de pédiatre, 9,5 des enfants sur 10 avaient des reflux gastro-œsophagiens. Et c'est l'expression de la contamination de l'angoisse maternelle par l'enfant. C'est-à-dire qu'en définitive, l'enfant, lui, ressent l'angoisse maternelle à un point tel, et il la ressent dans ce second cerveau qui est l'œsophage, enfin les éléments autour de l'œsophage. Au terme de ce portrait intime, comment vous définiriez aujourd'hui ce qu'est être une maman au XXIe siècle, une mère? Une mère? Il y a toutes sortes de définitions. Il n'y a pas une mère, la mère. Non. Il y en a plein d'autres. Non. Aujourd'hui, c'est éclaté. Il y a des mères qui sont des mères portant leur enfant comme un bijou, des mères ayant le souci de l'éducation des enfants, des mères séductrices, des mères qui se placent elles-mêmes dans tel contexte plutôt que dans tel autre. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de possibilités. On a c'est devenu extrêmement vaste. Il n'y a plus du tout, il y a plus rien qui puisse résumer. Et ceci étant, je ne jette pas la pierre, hein, moi je ne porte pas de jugement. Je dis bon, chacun fait comme il peut. Et c'est, si vous voulez, c'est la leçon de ce livre. C'est de montrer comment, dans toutes les circonstances, et aussi curieux que puisse être l'environnement, eh bien, chacune fait ce qu'elle peut. Chacun fait ce qu'il peut. C'est pour ça que ça s'appelle. C'est pour ça que je parle de mon analyse et la sienne, parce que elle, ayant parlé autant à nous tous, autant qu'elle a parlé, a passé son temps à faire constamment ce chemin de son analyse. Et il lui arrivait quelquefois de se lancer dans de grandes interprétations, c'est-à-dire la façon de se... C'est toujours la même chose. Je pourrais continuer de faire le panégyrique de la culture, vous voyez? Et je trouve qu'on ne donne pas assez d'importance à la culture. Alors la culture, c'est central. Et c'était très amusant, quand je venais la voir le matin, elle me racontait le film qu'elle avait vu à la télévision. Et quand le film avait un bon scénario, elle me racontait bien le film. Et comme elle ne parlait pas français, donc, vous voyez, mais quand le film avait un scénario tordu, elle me racontait un autre film, pour pouvoir précisément toujours tenir le fait. Merci beaucoup Aldo Naouri. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Ma mère, mon analyse et la sienne. C'est paru chez Odile et Jacob. C'est la fin de ce grand entretien. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver en podcast sur radioj.fr et sur la page YouTube de Radio J.